Salut les jeunes, j'aimerais vous parler de Sonos et je vous pose deux questions. Est-ce que vous aimez la qualité? Est-ce que vous aimez la flexibilité? Et est-ce que vous aimez l'évolutivité? Ok, bon, ça fait trois questions, mais ce qui est cool avec ce sponsor, c'est que je vous dis que des choses que vous savez déjà, en fait. D'abord, la qualité du matériel et du son Sonos, elle est reconnue. Donc, déjà là, on est au top. Ensuite, tous les services de musique y sont. Et on a aussi Alexa et Google Assistant. Donc, vous n'êtes pas coincé chez l'un ou chez l'autre. Et enfin, le multi-room et le multi-enceinte, c'est un peu leur spécialité. Donc, vous pouvez commencer avec une barre de son, la Sonos Beam, par exemple. Et si vous voulez ajouter plus tard des Sonos One pour upgrader votre home cinéma ou pour en mettre à la cuisine ou dans la chambre, bah, c'est super facile et tout marche ensemble hyper facilement. Bon, vous me connaissez, je ne vais pas vous dire d'acheter les yeux fermés. Mais si vous voulez un bon son, allez voir les tests des enceintes Sonos et je pense que vous serez séduit. Merci Sonos. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume tout ce qui se passe dans le monde de la technologie et qui est si important à comprendre si on veut comprendre le monde du reste, d'autres choses que de la technologie, parce que la technologie est aujourd'hui partout. La semaine dernière, on a eu un épisode un petit peu frites, genre c'est bon, c'est gras et ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est l'épisode un petit peu haricot. C'est important mais à vrai dire, les haricots, c'est très bon aussi. Il ne faut pas que je raconte des bêtises. Je suis Patrick Béja et j'aime les haricots. Et à côté de moi, il y a, figurativement à côté de moi, puisque moi je suis en Finlande, elle est à Paris, c'est Marion. Comment ça va Marion? Salut Patrick, tu commences fort là l'émission, hein. Oui, on essaye tu vois, de rendre des choses un petit peu appétissantes. Donc Ludique. j'essaye. Et ludique, voilà. Ouais, t'aimes les haricots, toi? Oui, j'adore ça. Super. Jeff, en direct de la Silicon Valley, est-ce que tu aimes aussi les haricots? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas venu sur le rendez-vous tech, donc très heureux de revenir. Et oui, j'aime les haricots. Je suis depuis maintenant 9 mois, je suis une diète qu'on appelle la paléo-méditerranéenne, ce qui veut dire que je mange des haricots sans arrêt et des frites le moins possible. Et tu es T'as très l'air content. ravi. Oui. Paléo-méditerranéenne, donc c'est pour revenir à tes sources françaises près de la Méditerranée, c'est ça? Ouais, moins le pain, les nouilles, le riz et les frites. Bon, bah c'est bien, t'es pile bon pour cet épisode alors, puisqu'on va parler de sujets gouvernementaux, on va parler du désir, de sujets qu'on a un petit peu évoqués rapidement la semaine dernière, mais qui ont eu des développements qui sont intéressants. Bruno Le Maire qui va essayer d'entraver le développement de Libra en Europe, de la crypto-monnaie. Uber et sa réaction à la loi ou à la législation AB5 en Californie, qui est censée réguler l'économie de la gig économie, l'économie des petits boulots, qui pose des problèmes chez nous aussi, et d'autres sujets du genre. Avant de se lancer, tout de même, j'aimerais remercier très chaleureusement les gens qui soutiennent l'émission avec Patreon, et notamment Pascal Mineri, Sprenger, Chris Evan. Je me demande s'il n'y a pas un S qui a été oublié, et ça se trouve c'est Captain America qui nous écoute. Fabien Trop Plateau, fort, trop fort. Aurélie Coquelin, Pierre Touzet, Victorien, Philippe Buèche, Luciano et Révéane. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. C'est vous qui êtes le cœur de cette émission. Sans vous, elle n'existerait pas. Plein de bisous à tous. Alors, on va commencer avec nos sujets sérieux haricots, avec Bruno Le Maire, comme on le disait à l'épisode précédent. Il a décidé que son combat du moment, c'était le développement de Libra en Europe, donc de cette crypto-monnaie de Facebook, qui n'est pas 100% Facebook, ils ont essayé de la rendre aussi autonome que possible. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est une crypto-monnaie qui est conçue pour être extrêmement stable et gérée par un groupement de nombreuses sociétés, une centaine à son lancement prévu en 2020, sociétés et entités. Il y a des associations, peut-être même des gouvernements, pourquoi pas. Mais selon Bruno Le Maire et selon d'autres officiels et spécialistes de la tech, il y a une préoccupation, d'une part parce qu'il s'agit de Facebook qui a la tête de tout ça quand même sur le papier, c'est eux qui l'ont développé et on sait que Facebook n'est pas en odeur de sainteté, et d'autre part parce que il s'agit d'une monnaie virtuelle, au-delà du fait que ça soit une crypto-monnaie et qu'elle
elle est et de sa structure. La préoccupation, c'est que c'est une crypto-monnaie qui est extra-étatique et donc qui n'est pas du tout contrôlée par les instances gouvernementales. Et du coup, s'il y a des problèmes, elle serait plus difficile à réguler. Évidemment, plus difficile, peut-être pas impossible à réguler, mais plus difficile à réguler. Et il préconise deux axes pour régler cette question, au-delà du fait qu'il veut entraver le développement de Libra sur le sol européen. Il y a d'une part le fait d'améliorer les processus bancaires dans un premier temps, ce qui est quand même peut-être bienvenu et dont je dirais il est temps. Donc c'est plus de rapidité, réduction des coûts, etc. au niveau mondial. Et d'autre part, dans un deuxième temps peut-être, une crypto-monnaie, la création d'une crypto-monnaie publique mondiale comme une sorte de nouvelle devise, c'est un sujet qui a déjà été évoqué, mais il voudrait développer la chose. Alors on en parlait à l'épisode précédent très rapidement, et la réaction de Cédric Ingrand, c'était « Oh, les gouvernements savent pas ce qu'ils font », je schématise et je caricature un petit peu, et Elsa Baron nous disait peut-être, mais d'une part, les gouvernements font des choses compliquées aussi, c'est possible, et surtout, il s'agit de souveraineté nationale. Là, il y a un autre développement, au-delà de cette volonté réitérée par Bruno Le Maire de concerter au niveau européen pour voir ce qu'on va faire sur Libra. Il y a également eu l'annonce qu'une enquête fiscale sur Google et ses fraudes fiscales qui a été lancée il y a 4 ans s'est conclue avec une amende, ou plutôt un accord de paiement d'environ 1 milliard d'euros de Google en France pour régler le différend. Alors Google n'admet pas sa culpabilité, mais il paye quand même, a priori, autant qu'il l'aurait fait, ou à peu près autant qu'il l'aurait fait si il y avait eu un long procès, et l'issue du procès n'était, selon les spécialistes, pas certaine, donc il semblerait que ça soit plutôt un bon deal. Mais ça veut dire que, une fois de plus, la France et l'Europe montrent qu'on peut avoir une voix, je ne vais pas dire se lever face aux géants de la tech, mais avoir une voix face aux géants de la tech, et que les pouvoirs publics ne sont pas sans armes, ce qui donne un éclairage, à mon sens, un petit peu différent à cette volonté de Bruno Le Maire de manager ou de gérer les annonces ou le développement annoncé de Libra. Il y a quelques années, je crois qu'on aurait un peu plus ri de cette intention de Bruno Le Maire. Aujourd'hui, moi, je trouve que, personnellement, comme je le disais la semaine dernière, que c'est peut-être quelque chose qu'il faut au moins étudier et ne pas discréditer et rejeter d'un revers de la main. Je me retourne vers Jeff, qui, lui, est au cœur de la Silicon Valley et de ses innovations, et en plus dans un pays qui a une sorte de détestation épidermique de tout ce qui est régulation gouvernementale. De quel œil est-ce que vous voyez cette déclaration d'intention, et puis surtout ses préoccupations par rapport à Libra et une crypto-monnaie qui ne serait pas du tout contrôlable par les États? C'est déjà le cas aujourd'hui avec les crypto-monnaies qui existent. Donc, quelle est la différence avec Libra? C'est l'implication de Facebook et d'un certain nombre de grands acteurs de la finance et de l'Internet mondial. Attends, excuse-moi, je t'interromps, mais il y a une grosse différence importante aussi, effectivement, qui vient du fait que les grosses sociétés technologiques sont impliquées, c'est que ça pourrait marcher. Évidemment, Bitcoin marche très bien, mais il n'y a pas d'utilisation massive du Bitcoin dans l'économie mondiale. Avec le Libra, oui, à terme, ça pourrait marcher, donc la préoccupation est plus grande. Oui, mais je n'avais pas fini ma phrase. Pardon, excuse-moi. C'est qu'en fait, parce que tu as tous ces acteurs qui sont impliqués, tu as une chance que ça fonctionne et effectivement que ce soit beaucoup plus déployé. Alors, comme d'habitude, quand tu es dans un gouvernement, soit tu essaies de faire avancer les choses, soit tu essaies de les bloquer. Le fait qu'ils essayent d'avoir... Tu as deux façons. Soit tu travailles avec Facebook et le consortium Libra, parce que c'est indépendant quand même, il faut le rappeler, et c'est mené par mon copain David Marcus, que je n'ai pas vu depuis qu'il a pris la tête de Libra, donc j'ai aucune information. Mais la volonté que si j'ai bien compris, c'est vraiment de travailler avec le plus d'acteurs possible, y compris les gouvernements, de manière à ce qu'ils ne se prennent pas
la fenêtre ou la porte sur les doigts, parce que ça fait Oui, mal. d'ailleurs, il rencontre en Suisse une 25 gouvernements dans les jours ou les semaines qui viennent, le consortium Libra. Donc oui, ils essayent de travailler avec les gouvernements. Tout à fait. Et il a déjà été devant le Congrès pour témoigner, pour parler du projet, parce qu'il y avait eu un branle-bas de combat au niveau américain lorsque Facebook a fait son annonce, puisque, comme tu le disais, Facebook n'est pas en odeur de sainteté aujourd'hui. Et donc, le fait qu'il soit à la tête d'un consortium qui va inventer une crypto-monnaie qui pourrait effectivement fonctionner, ça a inquiété beaucoup de gens. Moi, je dirais que une approche progressiste, ce serait d'essayer de s'asseoir avec Libra/Facebook et de voir quels sont leurs plans, essayer de les influencer, essayer de les empêcher et dire ah bah tiens, on peut avoir une monnaie mondiale et on va essayer de faire un truc au niveau gouvernement. Là, c'est du pipe dream, c'est ça. Un pipe dream en français, ça se dit comment Pipe dream, c'est il rêve éveillé, quoi. Tu penses que c'est pas du tout possible? Pourquoi? Pour une question technologique? Parce que c'est trop compliqué, ça prendra trop de temps. C'est typiquement le privé qui fait ce genre de choses et après le public légifère. J'ai du mal à voir un gouvernement, sauf si c'est peut-être l'Estonie ou des gens qui sont vraiment très en avant sur l'adoption du blockchain et des crypto-monnaies, qui pourraient faire comme ça, mais je vois pas la France le faire. Et donc se dire, on prend une situation plus anti-progrès et on essaie d'empêcher Libra de se déployer au niveau européen. Je dis pas que c'est forcément mal ou que c'est un problème, parce que personnellement, je suis personnellement sceptique par rapport aux crypto-monnaies, mais je dirais que ça va pas dans le sens du progrès. D'accord, donc toi c'est plus une question de... c'est pas le rôle des gouvernements de faire ce genre de choses, mais il y a quand même la préoccupation sur la souveraineté nationale. La monnaie, c'est l'un des engrenages essentiels au fonctionnement d'une nation. Tu penses que on pourrait quand même, en travaillant avec le consortium, mettre des garde-fous, mettre des régulations? D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont, comme on le disait, c'est ce qu'ils ont prévu de faire, c'est de ne pas lancer la crypto-monnaie avant d'avoir l'accord de tout le monde. Tout à fait. Et tu penses que c'est possible, même avec... Et tu as la partie, taxation, tu as la partie blanchiment de l'argent que tu dois éviter. Tu as plein de choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui avec Bitcoin, qui, à mon sens, Facebook, étant donné tous les problèmes qu'ils ont aujourd'hui sur la bastardisation de la plateforme Facebook, la dernière chose qu'ils ont envie, c'est que les grands de la drogue et du trafic d'armes commencent à utiliser Libra pour faire transférer de l'argent. Bon, donc tu penses qu'il est possible de travailler avec eux plutôt que d'une certaine manière contre eux. Je crois, Marion, me souvenir que quand on parlait de la volonté de l'État français et, à vrai dire, de l'OCDE de faire une taxation générale sur les géants de la tech pour modifier le mode de taxation, t'étais pas trop cliente non plus. Est-ce que tu as le même regard, genre c'est pas le rôle de l'État sur cette question des crypto-monnaies, ou est-ce que tu penses que quand même il y a des choses à faire? Non, je pense que c'est un sujet intéressant. Je pense que c'est important que les gouvernements, et pas que le gouvernement, s'y intéressent et qu'ils posent en effet un cadre, mais encore une fois, je suis pas sûre que ça soit très constructif de bloquer l'évolution. Je pense qu'il faut plutôt avoir une discussion et envisager les répercussions et qu'est-ce qu'on peut envisager les pires scénarios et faire en sorte de mettre des garde-fous là-dessus. C'est ce que disait Jeff aussi. Ouais, mais alors je vais faire un tout petit peu, pas l'avocat du diable, mais prendre l'animal à rebrousse-poil. Ça fait quand même des années qu'on essaye de discuter avec Google, Facebook et les autres, et ils sont quand même, il faut avouer, pas très réceptifs. Donc je peux comprendre que chat échaudé craint l'eau. C'est froide ou chaude? Craint l'eau froide, voilà. Froide. Froide. Chaude aussi, remarque. Hein. Oui, également. Je peux comprendre qu'à un moment, on se dise, il y a peut-être des gens à qui on peut faire confiance, mais il y en a d'autres, trompe-moi une fois, trompe-moi 1000 fois, et c'est moi le dindon de la farce. C'est une nouvelle expression. Hein. Trompe-moi une fois, trompe-moi 1000 fois, c'est moi le dindon de la farce. Au bout d'un moment, on peut aussi se dire non, mais ça suffit.
Maintenant, on va écarter ces gens-là à qui on ne peut pas faire confiance et faire les choses autrement. Pardon Marion, tu voulais réagir ? Non, mais je comprends ton point de vue. C'est aussi, il faut voir aussi qui va être exclu de cette monnaie. Et je suis pas sûre que beaucoup de gouvernements ou de sociétés ont envie d'être exclus de Libra. C'est ça aussi le risque de cette crypto-monnaie. Ça va pas être si facile que ça de rester en dehors du système, et au fur et à mesure où cette crypto-monnaie aura de plus en plus de pouvoir, ça va potentiellement créer une discrimination, quoi. Ouais. Voilà, donc j'ai pas vraiment encore d'avis très tranché. Pour moi, on est encore trop tôt dans les discussions et la définition du projet Libra. Je pense qu'il y a besoin d'avoir beaucoup de discussions autour de ce sujet. C'est un sujet passionnant. C'est clair que le fait que autant de sociétés aient donné leur accord, et en tout cas que ce soit porté par Facebook, c'est comment dire, on peut pas ignorer le pouvoir de réseau qu'a Facebook aujourd'hui, qui permettrait un déploiement assez gigantesque pour Libra. Je comprends que ça fasse peur. Moi, ça me fait... En tout cas, moi, je t'avoue que c'est quelque chose, j'y vais avec méfiance, mais je pense pas que ce soit très constructif, encore une fois, de clore le débat d'emblée. Ouais. Bon, peut-être qu'effectivement, il vaut mieux travailler sur les fondations que de prendre le train en marche ou d'essayer de le bloquer à un moment, c'est possible. Je crois que, comme vous le dites tous les deux, il y a encore beaucoup de réflexions à avoir. Je me demande d'une certaine manière... Ça va prendre des années, de toute façon. Je veux dire, tu vois, aujourd'hui, le progrès qui a été fait, ou le progrès très lent qui a été fait au niveau taxation et définition des règles qui permettent en fait le trading des crypto-monnaies aux États-Unis. Et je crois que très récemment, il y a eu 2 édits de la SEC qui a permis soit la création d'un espèce de fonds commun de placement en crypto, mais c'est très très récent. Et là, l'IRS, donc le fisc américain, quoi. Fisc américain, a envoyé à plein de gens, y compris moi, qui fait si peu de crypto, une note disant crétin, il faut que tu payes tes impôts sur les bénéfices que tu as fait sur ton trading. Et donc là, ils sont en train de faire la partie renforcement, c'est-à-dire on va récupérer des dollars de taxes parce que pendant des années, tout le monde y a échappé, parce que personne en fait, tu ne savais même pas comment reporter ces bénéfices, donc tu ne les reportais pas. Donc ça, ils ont répondu à la question, puis maintenant, ils s'attendent à ce que tu fasses amende honorable et que tu payes tes taxes. Donc je pense qu'on voit un progrès sur une espèce de normalisation de l'utilisation des crypto-monnaies. Ça va encore prendre des années, et donc essayer d'aller contre le progrès au sens, et je ne suis pas un fervent supporter des crypto-monnaies, donc rappelons-nous ça, mais je pense qu'il faut comprendre comment ces choses peuvent impacter effectivement les différentes sociétés, et dire non, c'est pas possible. Et les gouvernements sont souverains sur la monnaie, c'est vrai, ils sont souverains sur l'émission et le contrôle de la monnaie, mais à partir du moment où leurs besoins, 1 de taxation, 2 de contrôle sont satisfaits, in fine, c'est quoi le problème ? Ouais, je peux comprendre effectivement. Je dirais, on pourrait encore en parler très longtemps. Je pense qu'il n'est pas aussi impossible que ça, que les gouvernements européens ou même mondiaux se disent on va faire un truc nous-mêmes. À vrai dire, Facebook est tellement séparé de Libra dans la pratique, ils veulent vraiment que ça se fasse parce qu'ils ont besoin de cette technologie, eux, pour faire de l'argent ensuite, mais ils s'en sont séparés, que je me demande si, de toute façon, Libra n'est pas déjà la meilleure version d'une crypto-monnaie sécurisée et bien foutue. Et donc, effectivement, pour cette raison, plus que le fait qu'il ne faut pas arrêter le progrès, mais pour cette raison, je me dirais peut-être qu'il vaut mieux que les gouvernements s'impliquent maintenant pour que ça soit bien fait. Ouais. Bon, et puis, de toute façon, les équipes qui ont... Ça, j'en avais parlé dans un numéro précédent. Les équipes qui ont rejoint Libra de chez Facebook sont des mecs et des nanas qui sont super brillants. Et donc, ils auront vraiment la capacité et les moyens de développer quelque chose qui peut adresser les problèmes qui existent aujourd'hui avec Bitcoin, avec Ethereum, et puis le côté un peu côté noir de la force que ces monnaies représentent.
Bon, parlons encore un petit peu de légifération, législation, avec cette fameuse loi AB5 qui a été votée en Californie, qui est censée réguler la gig economy, donc l'économie des petits boulots, tous les Uber, Deliveroo, tous ces trucs-là. Et imposer aux employeurs de traiter ceux qui utilisent leurs services comme des employés. Donc de leur proposer tout ce qui va avec le statut d'employé et non pas le statut de contracteur. On a eu un développement intéressant avec Uber qui a annoncé que ces conducteurs allaient rester dans leur statut de contracteur parce qu'ils n'étaient pas au cœur du business d'Uber, puisque Uber se définit, justement pour éviter tout ça, comme une société, une plateforme de technologie et pas une société de transport. Alors, il y a plusieurs éléments intéressants dans ce qu'ils disent chez Uber. Ils disent notamment, d'après leur avocat en chef, Tony West, ils disent que ils s'attendaient à ce qu'il y ait des procès, etc., et que ça soit géré plus tard, mais ils veulent également créer en fait un troisième statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord sur le fait que les conducteurs sont des employés, mais d'une certaine manière, ils sont aussi d'accord sur le fait que ce n'est pas non plus totalement des contracteurs. Et là, je me demande s'il n'y a pas une troisième voie à explorer, effectivement, parce que, comme on en avait parlé à plusieurs reprises, mine de rien, si un conducteur Uber, il travaille beaucoup pour Uber, il y a quand même une certaine relation claire qui unit les deux entités. Et Uber, pour moi, ne fait pas qu'utiliser un contracteur complètement extérieur. Mais d'un autre côté, le conducteur, il peut, et c'est ce qu'ils font d'après mon expérience, il peut avoir des comptes actifs et des applications actives chez 2, 3, 4 sociétés de ce type en même temps. En gros, ils sont pas liés à l'employeur de la même manière que l'est un employé classique. Donc, je me demande s'il n'y a pas une troisième voie quelque part. Mais là encore, je me retourne vers Jeff. Cette loi vient d'être votée, donc on est vraiment au tout début des conséquences que ça va avoir. J'ai l'impression que la plupart des sociétés, en théorie concernées, sont en train d'essayer de dire non, nous, ça ne nous concerne pas. On n'est pas du tout les conducteurs Uber. Non, mais c'est pas du... Nous, on fait une plateforme technologique, société de transport, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est quoi l'ambiance par rapport à cette loi encore dans la Silicon Valley ? C'est un peu ce que tu as dit, c'est que les grands acteurs de la gig economy, que ce soit donc Uber, Lyft, Postmates, qui est dans mon portefeuille, en gros, on réagit en disant non, ça ne s'applique pas à nous, donc ça nous implique pas. Évidemment, la loi a été initialement développée pour traiter les employés, enfin les contracteurs de Uber, Lyft, etc. Donc ça veut dire que tout ça va se finir en justice où tout le monde va s'attaquer pour les prochaines années qui viennent. Donc la mise en place de la loi ne veut pas dire grand-chose puisqu'elle va être mise en challenge par tous ces gens-là devant les cours américaines, que ce soit au niveau local, etc. Fondamentalement, je pense qu'ils avaient essayé de s'asseoir avec l'État californien pour définir un statut gig economy worker qui permettrait d'avoir plus de bénéfices et de couverture, parce qu'il y a plusieurs choses. Il n'y a pas seulement on veut pas que les gens aient une couverture sécurité sociale, retraite, etc. C'est aussi des problèmes de garantie, c'est des problèmes. Il y a plein de. Tu perds beaucoup de flexibilité parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille pour Uber, il peut décider de travailler pour Uber pour 2 heures, pour 10 heures ou pour 40 heures. Et donc le statut d'employé mettrait cette flexibilité à risque. Donc c'est pas simple, c'est un coût réel. J'ai vu une estimation que si cette loi était effectivement mise en place, ça augmenterait les coûts de tout ce qui est chauffeur pour Uber d'à peu près 20-30%, ce qui veut dire que la boîte passerait de perdre
4 ou 5 milliards par trimestre à 2 ou 3 fois ça. Et ça veut dire c'est la fin d'Uber, c'est la fin de Postmates, c'est la fin de Lyft, etc., etc. Donc c'est pas une Ou alors solution. il passe le coup aux consommateurs et on voit si on est prêt à traiter les employés ou les contracteurs correctement plutôt que de les payer au lance-pierre systématiquement. Tu vois, on peut voir les choses de cette manière aussi. Tout à fait, mais tu arrives à un pricing de ces services après des années d'essais, de tests, etc., etc. Et la raison pour laquelle ça s'est vraiment déployé, c'est parce que le coût est relativement favorable. Et si jamais tu augmentes, en gros, tu dis, bah voilà, ça nous coûte 20-30% de plus de déployer le service. On va donc faire passer ça à l'utilisateur final, et c'est pas évident que ça fonctionne. Donc tu penses qu'il y a un vrai risque sur l'économie, toute cette économie. Si je me retourne vers Marion pour avoir un regard bien français, un petit peu plus soucieux du bien-être des travailleurs, bon, il y a quand même un petit peu de comment dire, je ne vais pas dire d'hypocrisie, mais évidemment que Uber et Lyft et tous les autres vont dire non, 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 surtout pas, vous vous rendez pas compte, ça va nous tuer. Euh, on n'est peut-être pas des super experts sur le sujet, mais là encore, comme on l'a vu dans plein d'autres sujets tech, on a laissé développer le truc parce que c'était nouveau, c'était différent, mais sans vouloir dire qu'il faut absolument réguler ou je ne sais pas, la situation telle qu'elle est aujourd'hui me semble, j'ai pas envie de dire pas tenable, mais me semble pas juste. Les choses se sont développées de manière chaotique, comme c'est toujours le cas quand il y a des disruptions dans un système établi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas juste de se dire, bon, ben, on va essayer d'aplanir un petit peu les choses ? Bah, là où il y a 2 points, moi, qui me chiffonnent. Il y a le point où Uber se dit que son cœur de business, c'est la technologie, ce qui est clairement hypocrite, hein. Toutes les sociétés aujourd'hui peuvent se revendiquer notre cœur de métier, c'est la technologie, notre cœur de business. Et tu peux avoir des applications dans des domaines très différents après. La technologie, c'est juste un moyen. C'est Oui, pas, c'est pas le cœur de business. si ça c'est une défense valable, effectivement, il y a personne qui fait un vrai métier autre que faire une plateforme. Ou bon, enfin, Exactement. caricature, mais ouais. Voilà, donc ça, déjà ça, clairement, cette déclaration est très hypocrite. Le deuxième point, c'est ce que tu disais sur l'équilibre des forces et l'équilibre entre la relation de l'employeur et l'employé, ou en tout cas les contracteurs. Et là, clairement, il n'est pas équilibré. Avec tout ce qu'on a pu voir, ce qui se passe aux États-Unis, en France, etc., il y a quand même des situations particulièrement précaires, d'abus. Et je pense que là, c'est mon côté français peut-être qui parle, en effet, mais c'est difficile de soutenir et d'être derrière ce genre de pratique, en tout cas. Ouais. Ben, moi, je reviens sur ma conclusion que j'avais énoncée au début. Je trouve que la défense, on est juste une plateforme, effectivement, et un petit peu légère. C'est peut-être comme ça qu'ils pensaient le service à la base, mais on a bien vu que concrètement, il faut bien admettre que la manière dont ça s'est développé, ça correspond pas. Mais d'un autre côté, je pense aussi, pour rejoindre le raisonnement des Américains, que c'est pas non plus des employés. Moi, j'y reviens Oui. systématiquement. C'est pas vrai. Dire si c'est des employés d'Uber, non, c'est pas vrai. Ils peuvent s'arrêter de travailler quand ils veulent. Ils peuvent travailler 2 heures, comme le disait Jeff. Et donc, peut-être qu'il faudrait essayer de réfléchir à un nouveau type de statut qui soit plus adapté à cette gig economy, quoi. Mais ça se tient, avec l'évolution du mode de travail et des différents types d'emplois qui existent. Tu as des avantages, des inconvénients. Comme tu dis, il y a plus de flexibilité, la possibilité d'avoir plusieurs employés, entre guillemets. Voilà, il faut juste que l'équilibre des forces soit assuré. Et Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Mais pour revenir vers ce que disait Jeff, ça provoquera forcément, je vois pas comment ça pourrait marcher autrement, mécaniquement ça provoquera une augmentation des coûts. Si on veut faire valoir les droits d'une certaine manière de ces contracteurs et créer un troisième statut, ça provoquera forcément des coûts. Et ils vont jamais être contents, non Ouais, mais il y a deux choses. La réponse d'Uber, c'est essentiellement technique. C'est-à-dire que les avocats ont regardé la loi, ils ont trouvé un certain nombre je ne sais pas si c'est des failles ou des choses qui étaient suffisamment pas claires pour qu'ils puissent dire non, mais techniquement parlant, c'est légalement, je regarde la loi, ça ne s'applique pas à Uber. Et donc, il faut un argument légal technique. Derrière, le fait qu'ils se retrouvent à dire non, mais nous, on est une boîte de technologie, donc on n'a rien à voir avec les chauffeurs. Attends, évidemment, c'est n'importe quoi. Mais c'est un argument légal. Bon, d'accord. Ça, c'est une chose. Donc, il ne faut pas le prendre comme un argument logique, à la limite. C'est presque un autre problème. Ouais, non, c'est pas logique, c'est légal. Et donc, numéro 2, évidemment, tu as raison, Patrick, si tu mets en place un statut pour les gens qui travaillent dans le cadre de la gig economy où tu as plusieurs employeurs, où tu as une certaine flexibilité, mais une précarité, parce que rien, c'est pas parce que tu es disponible, tu vois, de 5h à 9h que tu vas forcément avoir des jobs. D'accord ? Donc, il y a une certaine précarité. Donc, la question, c'est quel est le niveau de prestation, quel est le niveau, tu vois, de garantie qu'il advient de proposer. C'est effectivement un statut qui devrait faire une espèce de couverture minimum, parce que tu ne peux pas couvrir ces jobs-là de la même façon que les employés qui bossent 40 heures, que ce soit dans un restaurant. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, de toute façon, quand tu bosses dans un restaurant, tu n'as pas de couverture sociale non plus. Hein. Oui, donc, c'est un élément qu'on n'a pas évoqué. C'est un élément qu'on n'a pas évoqué, mais aux États-Unis, à la base, même le statut des employés est beaucoup plus précaire, enfin certains employés est beaucoup plus précaire qu'en France. Et en France, on a déjà un statut pour les conducteurs d'Uber et de Lyft, etc., qui est différent de celui qu'on peut trouver aux États-Unis. Si je ne me trompe pas, vous pourrez me corriger, chers auditeurs, si c'est le cas, mais je crois qu'on a déjà eu l'imposition à Uber et aux autres d'inclure un certain niveau de couverture sociale dans leurs tarifs. Et Uber n'a pas périclité en France, loin de là. Donc peut-être que cette troisième voie, elle existe déjà plus ou moins en France, je ne sais pas. Bon, à étudier un peu plus. Il n'a pas périclité, mais quand tu vois le nombre de milliards qui paument par trimestre, tu te demandes combien de temps ça peut durer, quoi. Ah oui, mais ça, c'est une question qu'on peut poser, tu vois, pour la manière dont Uber fonctionne à la base. C'est ça. Ouais, et tu vois, ils ont viré 465 personnes, là. Il y a quelques jours. Donc ça veut dire que Darin Khoreshwani, il est en train d'essayer de mettre le holà sur les dépenses, parce qu'il sait très bien qu'à un moment ou à un autre, il va se faire tailler un short par Wall Street. Oui, non, déjà, mais vu comment ça stocke, c'est cassé la gueule. Je pense qu'il est déjà le R4. Tu as ce dont tu pointes, ce que tu pointes du doigt, c'est un problème de conception d'Uber. Ils sont en train de dépenser l'argent de leurs investisseurs par milliards par mois. Et c'est alors, les investisseurs sont investis justement, donc ils veulent que ça fonctionne. Mais tout le monde sait que le pari d'Uber, c'est d'avoir un jour des voitures sans conducteur pour pouvoir être rentable. Et donc, ce problème, c'est un problème qui ne peut pas être facilement réglé en prenant les conducteurs en compte si on part dans la philosophie d'Uber, tu vois. Il faut passer à un autre mode de raisonnement, parce qu'ils perdent des milliards aujourd'hui et ils ne vont pas en perdre... pour ne plus perdre de milliards, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est une conception compliquée. Augmenter les prix, diminuer les coûts. Bah oui, voilà. Mais déjà, donc ça passe par une augmentation des prix qui est un problème, parce que les gens se sont habitués à des prix plus bas, comme tu le disais. Donc... Et le problème, c'est que partout, dans toutes les géographies où ils sont actifs, tu vas avoir un compétiteur local qui va avoir autant de financement que si ce n'est plus, qui les empêchera en fait d'augmenter les prix, parce qu'à ce moment-là, ils seront plus compétitifs et ils n'auront plus de business.
Et donc, c'est la dynamique, c'est le fait que tu as aujourd'hui des milliards ou des dizaines de milliards de dollars qui sont investis dans la catégorie qui limite en fait l'établissement d'un business. Hmm. Bon, on s'est un petit peu écarté de ce sujet de troisième statut, mais en tout cas, c'était de très bons haricots. Merci à tous les deux, c'était délicieux. Tu sais que tu fais frire tes haricots avec un peu de bacon et ça pose aucun problème. Tout est meilleur avec un peu de bacon. On est d'accord. Les crêpes, les glaces, les quiches, tout est meilleur. Évidemment. Bon, on fait une toute petite pause rapide pour vous parler de Patreon. Vous savez que Patreon, c'est le meilleur moyen de soutenir l'émission. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous décidez du montant que vous allez donner à l'émission pour chaque épisode. Et si vous devenez patriote, non seulement vous avez le plaisir, la joie, le bonheur, l'honneur de soutenir l'émission de la meilleure manière qui soit, mais en plus de ça, vous avez droit à un flux de podcasts privés que vous pouvez ajouter à votre application de podcast et qui vous inclut donc l'épisode sans les parties pub. Vous avez des éditos spéciaux, des épisodes spéciaux, etc. Et en fonction du niveau de soutien que vous voulez donner, vous avez accès au Slack, par exemple, qui est une communauté, un forum de discussion instantané hyper cool. Vous rejoignez en fait la communauté des patriotes et c'est un lieu extrêmement précieux dans le monde de l'Internet un petit peu sauvage dans lequel on est. Donc si vous appréciez les gens sympas et les gens cool, eh ben, peut-être que vous voudrez rejoindre cette communauté pour avoir ce petit bonus à l'émission, en plus du fait de soutenir l'émission financièrement. Donc, c'est sur patreon.com/rdvtech. Et j'ajoute, alors, super important, si vous avez passé avance rapide pour passer ce passage, arrêtez-vous maintenant, parce que le 20 octobre, au Paris Podcast Festival, je vais faire une émission en live. Donc, ça sera... Oula, quelqu'un écoute de la musique ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des travaux chez Jeff. C'est mon air conditionné. Ah d'accord, ok. Il fonctionne bizarrement. Podcast live au Paris Podcast Festival le 20 octobre, dimanche 20 octobre à 14h. Si vous voulez venir, il vaut mieux s'inscrire parce que je ne sais pas s'il y aura assez de place pour tout le monde. Je vais faire réserver certaines places pour les gens qui sont sûrs de pouvoir venir. Le 20 octobre, dimanche 20 octobre à 14h, je vais mettre un formulaire pour vous inscrire dans les notes de l'émission. Donc allez voir ça sur le site et inscrivez-vous surtout avec votre nom si vous êtes sûr de venir, ne prenez pas la place de quelqu'un si vous n'êtes pas sûr de venir, et dans tous les cas que vous soyez inscrit ou pas, il y aura une IRL un petit peu avant ou un peu après, donc notre rencontre habituelle de rentrée, on va la faire à ce moment-là aussi dans le cadre du Paris Podcast Festival, c'est à Paris bien sûr, dans le 3e à la Gaîté Lyrique, et donc il y aura le premier podcast live de l'histoire du Rendez-vous Tech, et j'arrive pas à croire qu'on n'en ait jamais fait un avant en 10 ans. Donc c'est dimanche 20 octobre, inscrivez-vous, le lien pour le formulaire sera dans les notes de l'émission. Est-ce que tu as déjà l'invité ? Alors, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas encore fixé le ou les invités et le sujet. J'ai plein d'idées, mais c'est pas encore complètement fixé. Bah, t'as encore le temps quand même. Hein. Oui, j'ai un petit mois. Je te mets un peu la pression, mais ça va quand même. T'as plus d'un mois. Hein. Oui, bien sûr. Et puis j'ai des idées. Je ne suis pas non plus complètement à l'aveugle, mais ça devrait être intéressant. Et puis surtout un podcast live. J'espère que vous serez là pour applaudir ou lancer des tomates, surtout pour applaudir peut-être. Ah, donc les haricots, le brocoli, le bacon et les tomates, c'est ça. Bon, continuons notre discussion tech avec deux sujets, un article du New York Times et une série de tweets sur Twitter. Le New York Times a publié un article sur le backlash, la révolte contre les sociétés tech qui, en fait, on a beau en parler depuis quoi maintenant 2 ou 3 ans, révolte violente contre la manipulation, contre la vente des informations, etc. Les derniers chiffres, quand même, montrent que tout ça, c'est beaucoup de bruit, mais pour pas grand-chose. On a Facebook dont les utilisateurs uniques
quotidiens et mensuels ont augmenté de 8% d'un trimestre sur l'autre. Leurs revenus ont augmenté, tenez-vous bien, de 28%, même avec une amende record que la FTC, une entité américaine, leur a imposée de 2,6 milliards de dollars. Ils ont quand même augmenté leurs revenus de 28%. Twitter a 5 millions de nouveaux utilisateurs quotidiens. Snap a aussi augmenté ses utilisateurs quotidiens, ils ont augmenté de 7%. Enfin bref, tout va vers le haut. Et à côté de ça, on a l'Epic Game Store. Je ne sais pas si vous suivez ces histoires de gamers, mais en gros, l'Epic Game Store est un magasin en ligne de jeux vidéo. Et il y a, pour différentes raisons, beaucoup de joueurs sont mécontents de l'Epic Game Store parce qu'ils veulent être à l'aise en ayant leur jeu sur une plateforme qu'ils connaissent déjà, Steam, et qui a des fonctionnalités, selon eux, qui sont meilleures. Alors effectivement, il y a des fonctionnalités qui manquent sur l'Epic Game Store, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la révolte dans le monde des joueurs a été extrêmement audible. Il y a eu énormément de gens qui se plaignaient de cet Epic Game Store, qui appelaient à des boycotts, etc. Eh bien, il se trouve que les chiffres qu'on a maintenant sont que les jeux qui sortent exclusivement sur l'Epic Game Store ont des audiences absolument énormes pour différentes raisons. Écoutez le rendez-vous jeu si vous voulez écouter tout ça plus en détail, mais ils ont énormément d'audience et donc là encore, tout le scandale qu'il y a autour ne se concrétise pas dans l'utilisation du service. Donc ces deux articles mis ensemble m'amènent à cette question qui est peut-être une question bête et qui a une réponse hyper simple. En fait, le bruit qu'on a sur Internet, c'est encore une fois pas vraiment représentatif du comportement réel des vrais gens. Mais là, quand même, on aurait pu penser que, vu l'ampleur des scandales qu'on a eus ces derniers temps, ça aurait eu des conséquences. Mais toujours pas. Donc, je ne sais pas vraiment s'il y a des conclusions à en tirer, mais Jeff, toi qui es encore une fois au cœur de cette industrie, est-ce que vous regardez, même si tu n'es plus vraiment dans le consumer, dans le consommateur, plus tant que ça, mais est-ce que vous regardez ça, les plaintes du public en vous disant ah, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, on regarde les chiffres plutôt que le bruit qu'il y a sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment une importance pour ces sociétés ? C'est une question difficile. Hein. Ouais, non, j'ai essayé de voir combien de temps j'allais prendre pour répondre. Donc, plusieurs choses. Un, tu as clairement les gouvernements, que ce soit aux États-Unis, en Europe, donc au niveau européen, dans plusieurs pays européens, qui sont sur Facebook, Google, Amazon, tout ça. Il y a un nombre de dossiers antitrust absolument monstrueux qui sont en train d'être ouverts aujourd'hui aux États-Unis. Et donc, on se retrouve un petit peu dans un contexte, tu te rappelles de Microsoft et de tout ce qui est procès antitrust donc, qui a eu lieu dans les années 90. Ça nous rappelle un peu ça. Et donc, clairement, toutes ces grosses boîtes de la tech sont dans la ligne de mire. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on appelle ça le tech lash. C'est le backlash contre la tech, le tech lash, qui est une expression qui m'horripile. Et donc, le tech lash est réel et c'est une des rares choses qui met aussi bien les républicains que les démocrates exactement du même côté et ils tabassent les boîtes de tech de la même façon. Oui, pour des raisons différentes, mais ils se retrouvent. Pour des raisons différentes. Et donc, typiquement, les démocrates font ça assez souvent, mais les républicains ont tendance à faire l'impasse. Mais là, ce n'est pas le cas. Bon, donc ça, c'est une chose. Le deuxième, c'est, tu parles donc de la croissance du nombre d'utilisateurs, et c'est vrai. Je pense que la chose qui est un peu plus fine à regarder, c'est quels sont les endroits où Facebook perd des utilisateurs, où est-ce que Facebook gagne des utilisateurs. Et je pense que tu vas avoir donc la croissance naturelle de Facebook dans des pays qui ne sont pas forcément aussi faciles à monétiser, des pays en voie de développement, etc. Et je pense empiriquement qu'ils ont perdu des utilisateurs aux États-Unis parce que, j'ai des tonnes de copains qui utilisaient Facebook et qui n'utilisent plus. Bon, c'est très empirique, mais c'est réel. Et ce sont des gens qui sont au cœur de la vallée. Donc,
tout ce sentiment parce que ils ont influencé de façon monstrueuse les élections, pas parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes, mais ils ont laissé des éléments qui ont abusé de leur protocole et de leur diffusion, de potentielle diffusion pour influencer l'élection. Ils ont fait plein de conneries en ayant des trucs techniques à la con où ils laissaient des mots de passe disponibles, machin, etc. etc. Et le dernier, c'était 46 millions de numéros de téléphone qui étaient accessibles genre la semaine dernière. Donc, il y a un sentiment négatif contre Facebook, éventuellement contre Google, mais de l'autre côté, le consommateur veut passer du temps sur son téléphone portable, veut des services, et donc le dernier truc en date, c'est utiliser cette app qui fait de la reconnaissance faciale, qui a envoyé des milliers de photos en Russie. Je ne sais pas si les infos sont bien gérées là-bas, ça m'étonnerait. Oui, donc, on parlait de FaceApp, effectivement. Voilà. Tu vois que si tu as quelque chose qui est le dernier truc en vogue, eh ben l'utilisateur va aller derrière. Et donc, ouais, mais c'est ça en fait. On en parle beaucoup, mais concrètement, on continue quand même à utiliser. Je dis le on général, quoi. Ouais. Et donc ça veut dire que de la même façon que tu vas avoir des gens qui vont décrire privacy, 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 mais dès que tu vas avoir un truc qui leur plaît et qui leur demande d'oublier leur privacy, ils vont le faire. Donc consommateur, de toute façon, va aller toujours vers les trucs en vogue. Et Facebook, c'est plus en vogue, c'est plus cool. Je veux dire, c'est trop vieux maintenant. Non, mais c'est facile. Je pense qu'il y a un point qu'on sous-estime, c'est la facilité que l'on trouve sur le service Facebook. Enfin, les gens, je veux dire, pour avoir la considération vie privée, etc., il faut avoir autre chose en tête. Encore une fois, je pense que ça serait intéressant de voir la courbe de croissance dans les différents pays où Facebook est présent dans le monde. Je pense qu'on n'aura pas justement les mêmes croissances et les mêmes impacts des mauvaises campagnes qui ont eu à l'encontre de Facebook. Mais encore une fois, c'est la même discussion qu'on a avec Amazon quand on a des politiciens français qui disent maintenant on compte sur le peuple français pour arrêter d'utiliser Amazon et faire pression. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas une alternative qui est aussi facile à utiliser et qui résout le problème que beaucoup de personnes rencontrent, en fait, on va quand même rester là-dessus. Donc, il y a ça, ça prime quand même sur les considérations de vie privée. Ça prime chez Amazon, effectivement. Non, mais c'est sûr, effectivement. Je crois qu'il y a de ça, effectivement, de cette facilité qui, même si on n'est pas content, on l'utilise parce que c'est ce qu'il y a et puis c'est plus facile que le reste. Mais je crois que on est aussi, tous les trois et tous ici dans le monde de la tech, un petit peu en train de surestimer l'information qu'ont les gens et le savoir qu'ont les gens sur tous ces sujets. Je ne dis pas que ça changerait forcément leur comportement, mais je pense que si on va dans la rue et qu'on demande aux kidam, est-ce que vous savez ce que fait Facebook de vos données privées? Est-ce que vous connaissez les problèmes qu'il y a avec ces données? Je pense qu'ils ne sauront pas. La conclusion de ce sujet, c'est que tout le monde doit écouter le rendez-vous tech et le monde ira mieux, comme je le dis de temps en temps. Voilà, ça serait plus simple. Je pense que tu es très optimiste de compter que c'est juste une question d'information. Je pense que c'est l'importance qu'accordent les gens à ce genre de sujet aussi. Tu crois que les gens savent mais s'en foutent en fait? Encore une fois, c'est une question de priorité. Ouais. Voilà. Convenience trumps privacy, comme on dit dans le pays des Freedom Fries. Bon, parlons un petit peu tech matériel quand même, un tout petit peu. Un petit sujet qui n'a pas été évoqué dans les présentations d'Apple de la semaine dernière, ou qui a été évoqué très rapidement, c'est cette fameuse puce U1 qui aide l'iPhone à repérer les autres appareils dans l'espace. Alors aujourd'hui, ça n'est utilisé que pour faciliter et améliorer le partage de fichiers avec AirDrop, mais en fait, cette puce U1 intègre un nouveau protocole qui s'appelle UWB, Ultra Wideband ou bande ultra large, qui en fait permet de repérer les objets qui sont équipés d'une puce de ce type à 10 cm près,
voire en fonction de la manière dont est implémenté le protocole, jusqu'à 5 mm de précision. Il utilise en fait un calcul qui est fait avec le temps de trajet pour le signal, donc il calcule le temps que met le signal à être envoyé et à revenir pour calculer les distances, et il a plusieurs antennes pour repérer l'angle. Et donc, il peut très précisément dire où se situe l'objet en question. C'est intéressant parce que c'est un protocole qui est en train d'être développé. Alors, Apple est le premier à l'implémenter dans ses appareils, mais d'autres vont arriver ensuite. Et ça peut servir à énormément de choses. Ça peut évidemment servir à la maison connectée, ça peut servir à la réalité augmentée pour avoir quelque chose de plus précis, des paiements mobiles. C'est plus efficace que le Bluetooth qui peut être facilement piraté pour ouvrir les portes, par exemple, y compris les portes de voiture, etc. Et c'est une technologie assez intéressante qui risque d'arriver bientôt. C'est un petit peu encore un truc à côté du Bluetooth Wi-Fi, c'est le UWB. C'est pas un nom très sexy, mais ça arrive très bientôt. Ah oui, entre parenthèses, on a eu encore des références aux lunettes de réalité augmentée d'Apple dans les dernières versions d'iOS. Donc, il n'est pas impossible que ça arrive, peut-être pas dans les mois à venir, mais peut-être d'ici l'année prochaine. La 5G, elle arrive au printemps 2020, chez Orange en tout cas. Alors, ça sera que dans les grandes villes au départ, mais elle arrive, printemps 2020. Et il faut bien comprendre que la 5G, en fait... peut-être qu'il faudrait qu'on en parle dans un épisode à venir. On essaiera de faire un petit topo sur la chose, mais... La 5G, je crois que ça ne va pas changer énormément notre utilisation de la téléphonie mobile tout de suite. Ça a des avantages qui sont pas hyper clairs pour les téléphones, donc vous précipitez pas forcément. Évidemment, le réseau est pas très développé, mais là où Qualcomm, qui est l'un des fondeurs de puces, notamment de puces réseau les plus importants au monde, essaye de travailler sur la 5G, c'est évidemment pour les appareils mobiles, hein, ça joue, mais aussi pour la connectivité. Là où ça va changer, c'est qu'il y a plein d'appareils qui peuvent être connectés en même temps. Donc, par exemple, dans les conférences, ça peut être pratique. Ça peut être bien pour le haut débit à la maison ou dans le bureau. Alors, il faut plus d'antennes que pour un autre type de connexion, comme la 4G, mais en même temps, les Wi-Fi récents, il faut pas mal d'antennes aussi, ça passe pas très très bien à travers les murs. Et ça peut être utilisé, la 5G, en connectivité point à point. Donc, par exemple, ça pourrait être utilisé, comme la latence de la 5G est très très faible, ça pourrait être utilisé pour créer des casques de réalité virtuelle sans fil. Puisque la latence est suffisamment faible pour pas vous donner le mal de mer. Ça peut, comme on a de la connectivité aussi point à point, ça peut être utilisé, on en parle beaucoup, mais pour les automobiles qui communiqueraient entre elles, avec les piétons, avec le réseau bien sûr, mais c'est pas uniquement avec le réseau, etc., etc. Donc le développement de la 5G va plus loin que simplement votre connexion, ou en tout cas les ambitions de la 5G vont plus loin que simplement la connexion à votre téléphone mobile. Vous vous précipitez sur la 5G, vous, ou pas vraiment besoin ? Je pense qu'on a un peu le temps là encore. Ouais, mais disons que si demain tu as la 5G dans la ville et tu as la possibilité d'avoir un téléphone 5G, est-ce que ça t'excite ? Tu te dis il me faut ça tout de suite ou ? Non, Ouais. pas vraiment. Non, pour être honnête, c'est pas quelque chose qui va changer ma vie en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'a un peu pas les services pour, quoi. Pourquoi on l'utiliserait ? Peut-être qu'il faut que ça soit installé avant que les nouveaux services qui l'utilisent arrivent. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est juste pour regarder Netflix plus vite. Bof, pas vraiment nécessaire, quoi. Jeff, toi, tu es pro 5G ? Ça torche hein, quand même. Hein. Là, moi, je suis en 5G depuis des mois à San Francisco. Et donc, je fais un speed test sur mon téléphone en 5G. 144 mégas de download et 40 mégas d'upload. Concrètement, chez toi, c'est pas mal. L'upload, on l'a déjà avec la 4G, hein, quand on est bien connecté, ce type d'upload. Mais au-delà de ça, au-delà du speed test, ça te sert à quelque chose puisque tu l'as depuis des mois ?
Est-ce que tu sens une différence dans l'utilisation de tes appareils, en fait? C'est peut-être une meilleure question. Si tu veux, maintenant, comme j'ai un accès limité au niveau bande passante, maintenant, j'attends plus d'être à la maison en Wi-Fi ou au bureau en Wi-Fi pour downloader les applications, les podcasts, les machins, les trucs, et ça se download super vite. Dans le pratique, je regarde pas suffisamment de Netflix ou de YouTube sur mon téléphone pour voir une différence, mais je sais que j'aurai aucun problème à accéder à quoi que ce soit parce que ça torche de folie, quoi. Ouais, et donc, je me rappelle la différence avec le 3G, puis le 3G et demi, puis le 4G, etc. Je dis pas que ça change la vie et c'est disponible dans les grandes villes américaines, mais putain, ça booste. Hein. Mais du coup, genre, pour parler concrètement, je me souviens que quand on est passé de la 3G à la 4G, ben, c'est tout bête, hein, mais les sites web se chargeaient plus vite. Est-ce que là, les sites web se chargent plus vite en 5G qu'en 4G ? Est-ce que dans ton utilisation au quotidien, tu sens, si demain je te file un téléphone avec forfait illimité 4G, est-ce que tu vas voir la différence avec ton téléphone actuel ? Oui. Ah d'accord. Parce que le 4G typiquement, en gros, tu ne sens plus de différence entre le Wi-Fi et le non Wi-Fi. Moi, j'ai l'impression que je ne sens pas vraiment la différence entre la 4G et mon... Peut-être que ma 4G est de meilleure qualité, mais... Oui, c'est ce que j'allais dire, Patrick. Tu vis en Finlande. Qui tu te moques, là ? En Finlande. Il est dans le pays le mieux connecté. C'est possible. Non, mais même en France, franchement, la 4G, elle fonctionne très bien, je trouve. Mais... Bon. Ça dépend où t'es, hein. Peut-être, ouais. Mais du coup, attends, j'ai une question subsidiaire, Jeff. Tu utilises un téléphone 5G ? Mais je croyais que tu étais sur iPhone. Il n'y a pas d'iPhone 5G. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, là ? Ils les ont rendus compatibles, non ? Ah, mais tu parles de cette fausse 5G que AT&T a... Ah, d'accord. C'est de la fausse 5G, mais ça va vachement plus vite que la 4G avant. Hein. D'accord, oui, c'est la 4G LTE, machin. Oui, d'accord. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas ce qu'ils ont fait parce qu'on était en LTE, en LTE depuis des années. Ils ont commencé à changer. Alors, avant, c'était effectivement fake où tu avais juste ça affichait 5G, mais ça changeait rien. Et en fait, là, alors je sais pas, on voit mais c'est une sorte de... en termes de rapidité d'accès. Alors, est-ce que c'est de la vraie 5G ou pas ? Ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide. D'accord. Et je vois pas. Et pour moi, en tant qu'utilisateur, avant, ce que tu faisais, c'est d'arriver quelque part, tu demandais le code Wi-Fi de manière à aller sur le Wi-Fi, et maintenant, tu t'en fous. Genre, t'as même plus besoin de te connecter sur le Wi-Fi. D'accord. Oui, mais bon, je te confirme, c'est pas la vraie 5G, hein, c'est de la fausse 5G. Donc peut-être que quand la vraie 5G sera disponible, eh ben ça ira encore plus vite. Tu te rends compte ? Incroyable. Bon, encore des nouveautés. The Matrix. Oui, bon, donc du coup, pour avoir les premières vraies retours concrets, on attendra encore un petit peu. Google a annoncé la date de son event de rentrée, ça sera le 15 octobre et on attend évidemment les nouveaux Pixel 4, un Pixelbook 2 et peut-être des nouveaux haut-parleurs Google Home, mais ça sera le 15 octobre à New York. Pour l'annonce de Microsoft, enfin la conférence de Microsoft qui devrait être le 2 octobre, d'ailleurs qui sera le 2 octobre, on attend aussi un Surface Laptop 3, donc un nouveau laptop de Microsoft, un nouvel ordinateur portable. Ils sont de très grande qualité, donc peut-être que ça vous plaira. Et enfin, une bonne nouvelle pour conclure, les rapports sur l'évolution de l'industrie de la musique sont arrivés. Le dernier, c'est aux États-Unis, hein, c'est le rapport de la RIAA, Recording Industry Association of America, donc l'association de l'industrie de la musique, de l'enregistrement. Et figurez-vous que le streaming représente aujourd'hui 80% de leurs revenus. Donc pour une industrie qui disait jusqu'à il y a, je sais pas moi, 3 ans que le streaming ça serait la mort de leur industrie, c'est quand même assez drôle, d'autant plus que bon, si ça représente 80% c'est une chose, mais si le revenu est en chute libre, évidemment c'est plus problématique. Eh bien pas du tout, figurez-vous que le revenu est en hausse de 26% par rapport à l'année dernière, donc
une croissance de 26%. Je crois que n'importe qui serait content d'une croissance de 26%. Donc, comme quoi, parfois, les a priori qu'on a sur une nouvelle technologie sont pas forcément fondés. Et une fois qu'on a qu'on a l'ampleur qu'on espère, et ben ça peut donner des résultats qui sont très différents de ce qu'on avait au départ. Donc voilà, c'est un petit peu pour mettre un petit peu plus de positivité dans la considération de la tech. Pour conclure, ça me paraît pas mal. Et on arrive donc à la fin de cet épisode. Je voudrais remercier évidemment, comme toujours, très chaleureusement Jeff et Marion d'avoir été présents. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur l'Internet ? Jeff, on commence par toi. C'est Jeff, @Jeff. Sur Twitter. Twitter.com/Jeff. Et c'est tout. Et c'est tout. Ah, mais je suis sur Facebook aussi, je dois être Jeff Clavier, mais je poste relativement peu de choses sur Facebook, c'est plus en privé chez les amis. Est-ce que tu utilises un autre réseau social ou c'est uniquement Twitter et Facebook Twitter, Facebook, Instagram. Ouais. Instagram, c'est, comme le rappellent mes amis, c'est 30% des photos de mon chien, 30% des photos de vin, 30% des photos de ma maison à la montagne quand il y a de la neige, et le reste, c'est divers et varié. Ouais, c'est un petit peu la trinité, pareil pour moi. Facebook, Twitter, Instagram. Et Instagram, c'est beaucoup de photos de la nature, effectivement. Marion, où on te retrouve, toi, sur l'Internet ? Vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Aisea Design ou tout simplement sur la chaîne YouTube Nowtech. Et d'ailleurs, vous avez lancé votre nouvelle quotidienne, le mug. Tout à fait. Ça se passe bien, j'espère. Eh ben, écoute, on en est au 2e numéro. Le 3e sera en live demain matin. Donc voilà. Oui, on enregistre lundi soir, donc c'est tous les matins de toute façon. C'est le tout début là. C'est la première semaine d'enregistrement du mug. Super. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez m'y suivre pour avoir des infos sur tout ce que je fais, toutes les émissions et des photos sympathiques de temps en temps. Vous pouvez également retrouver cet épisode sur frenchspin.fr et venir commenter si on a dit des choses intéressantes ou énervantes. N'hésitez pas à venir nous le faire remarquer de manière respectueuse, bien sûr, sur frenchspin.fr et évidemment patreon.com/rdvtech pour avoir le flux super privé et exclusif des patriotes et rejoindre cette communauté formidable et évidemment avoir le plaisir de soutenir l'émission. On remercie tous ceux qui le font, on remercie tous ceux qui nous écoutent et on vous fait de grosses bises et à très très vite. N'oubliez pas, pour le RSVP du live du 20 octobre, le formulaire sera dans les notes de l'émission. Grosses bises, ciao ciao.